Parfois, la réalité frappe plus fort que n'importe quelle motivation bon marché. La plupart des gens continuent de croire que le désir doit faire mal, que seul l'effort démesuré et l'anxiété sont les chemins légitimes vers ce que l'on veut. Mais la vérité est que cette mentalité est précisément ce qui nous maintient enchaînés, courant derrière des objectifs qui semblent fuir de plus en plus vite. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement et l'obsession. Mais les stoïciens l'ont compris avant quiconque. Aucun accomplissement ne vaut le prix de la perte de la paix intérieure. Le véritable magnétisme surgit lorsque tu sais ce que tu veux, mais que tu ne t'agenouilles pas devant l'urgence, ni ne t'humilies devant le manque. C'est le pouvoir du détachement. Manifester n'est pas une question de crier à l'univers tes désirs, ni de te forcer à être positif tout le temps, mais d'entraîner l'esprit à soutenir le désir depuis le calme et la discipline. L'anxiété face aux résultats est une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Apprendre à lâcher prise est le véritable luxe. Si tu es fatigué de vivre en mode survie, de sentir que la satisfaction est une promesse toujours repoussée, c'est le moment de changer le mécanisme. La philosophie stoïque n'est ni abstraite ni lointaine. C'est une stratégie brutalement efficace pour cesser de traîner derrière tes rêves et commencer à marcher avec eux. Personne ne te doit rien, mais tu te dois la sérénité. Ici, tu vas découvrir 8 façons directes de manifester avec intensité, mais sans te blesser dans le processus. 1. Désir sans attachement, agis sans urgence. La vérité est celle-ci. Ton problème n'est pas que tu désires trop, mais que tu t'accroches comme si ton existence en dépendait. On t'a vendu le mensonge que la vie ne récompense que celui qui ne lâche jamais prise, celui qui se consume pour ses objectifs et se désole pour chaque résultat en attente. Mais cet attachement est le piège le plus coûteux que tu puisses payer. Le désir n'est pas l'ennemi, le besoin désespéré, oui. Cette anxiété avec laquelle tu te précipites à la recherche de ce qui te manque ne révèle qu'une fracture dans ton caractère, une insécurité qui crie plus fort que tes intentions. La plupart vivent tellement accrochés à l'objectif, tellement obsédés par ce qui va venir, qu'ils ne profitent jamais du processus réel de construire quelque chose de précieux. Combien d'énergie as-tu investi dans des contrôles imaginaires, à planifier jusqu'au moindre détail, juste pour finir par te sentir plus vide et anxieux qu'auparavant? Personne ne te le dit en face. Parfois, ton urgence à manifester ce que tu dis vouloir est justement ce qui t'en éloigne. La vie ne respecte ni la précipitation ni le besoin de contrôle. Elle ne répond qu'à la clarté et à la détermination tranquille. Agir depuis le vide et l'urgence, c'est comme te jeter à l'eau avec les poches pleines de pierres en espérant flotter. Et voici la phrase que tu ne veux pas entendre. Rien de vrai ne naît du désespoir. Si chaque décision que tu prends est teintée de peur de perdre, de te sentir insuffisant sans ce résultat, tu as déjà perdu avant de commencer. C'est toi qui t'attaches à une dette émotionnelle impossible à rembourser, poursuivant validation ou sécurité dans l'extérieur. Ne confonds pas désir avec urgence. Le premier peut être une force puissante. Le second, une chaîne qui t'entraîne vers l'anxiété, vers l'autodestruction silencieuse, vers ce sentiment que rien n'est suffisant. Le stoïcisme exige de toi une honnêteté brutale. Veux-tu vraiment évoluer ou veux-tu juste cesser de te sentir mal à l'aise pendant un moment? Si tu n'es pas capable de lâcher le résultat, d'agir avec conviction et ensuite de laisser aller, tu deviens esclave de tes propres objectifs. Désirer sans attachement, c'est entraîner le muscle de la confiance. Il s'agit de pouvoir regarder ce que tu veux en face, de reconnaître la valeur que cela a pour toi et pourtant, de ne pas hypothéquer ta paix mentale une seconde de plus. Cela signifie agir, oui, mais le faire depuis un centre de gravité propre, pas depuis l'urgence de celui qui se sent incomplet. C'est ta souveraineté. La plupart échouent parce qu'ils veulent forcer le temps, parce qu'ils exigent des garanties avant de lever le petit doigt. Mais la vie ne fonctionne pas selon tes conditions.
La sérénité est un filtre qui te permet de voir avec précision ce qui compte vraiment et d'agir seulement quand c'est nécessaire. Le reste est du bruit mental, un gaspillage inutile d'énergie et des justifications qui ne te soulagent que temporairement, mais te plongent à long terme. Si tu oses désirer sans attachement et agir sans urgence, tu entres dans un autre niveau de jeu. Celui qui n'a pas besoin attire, celui qui supplie repousse. Ne te laisse pas tromper. La véritable manifestation ne se produit pas lorsque tu exiges tout immédiatement, mais lorsque tu as appris à attendre sans perdre la foi, à te déplacer sans perdre le calme, à travailler sans perdre la dignité. C'est à ce moment-là que tu cesses de mendier des résultats et commences à les recevoir. Il ne s'agit pas de ne rien vouloir, il s'agit de ne pas en avoir besoin pour te sentir entier. C'est ainsi qu'on gagne vraiment. 2. Trouve du pouvoir dans le moment présent. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée et automatiquement, tu vérifies ton téléphone, tu enlèves tes chaussures presque sans t'en rendre compte, tu penses à ce qu'il reste à faire demain. Tu repasses ce qui est resté en suspens, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas réussi. Ton corps est ici, mais ta tête a déjà sauté ailleurs, comme si cet instant n'était qu'une formalité entre deux préoccupations. C'est ainsi que fonctionnent les mécanismes mentaux qui te volent ta présence. L'esprit lance des hameçons vers le futur, collectionne les erreurs du passé et te maintient dans une dette constante envers un moment qui n'arrive jamais. Tu vis piégé dans l'anticipation, croyant que le prochain objectif, la prochaine conversation, la solution au problème vont te rendre quelque chose que tu sens perdu. Mais ce quelque chose n'apparaît jamais, car tu ne t'arrêtes jamais pour être véritablement là où tu es. Le pouvoir du moment présent est plus qu'une belle phrase ou un cliché motivationnel. C'est le seul outil réel que tu as pour changer ton expérience. Lorsque tu es dispersé, tu deviens esclave de scénarios hypothétiques et de ce qui se serait passé si, perdant l'opportunité d'utiliser ce que tu peux réellement contrôler, ton attention. Le monde extérieur ne va pas cesser d'exiger, mais tu peux choisir de ne plus répondre en pilote automatique. C'est ici que les stoïciens faisaient la différence. Leur entraînement consistait à reprendre le contrôle de l'esprit, à refuser de vivre comme des otages de l'anxiété ou de l'attente. Chaque fois que tu renonces au présent, tu remets ta force à ce qui n'existe pas. Reconnaître ce mécanisme est inconfortable. Il y a des parties de toi entraînées à fuir l'inconfort, à remplir chaque silence avec des distractions, à couvrir l'insatisfaction avec du bruit extérieur. Mais ce vide que tu ressens n'est pas dû à l'environnement, mais à l'habitude de t'abandonner dans le seul endroit où tu peux influencer, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de techniques ésotériques ni de formules compliquées. Ce qui manque, c'est le courage de regarder en face cette seconde et de te rendre responsable de ce que tu penses et ressens. La présence est un muscle qui s'atrophie par négligence. Chaque fois que tu te surprends à fuir vers le futur ou à te réfugier dans le passé, tu entraînes ton incapacité à manifester quelque chose de réel. Ne te méprends pas. Être présent n'est pas se résigner ni cesser de rêver. Il s'agit de t'ancrer dans ta seule plateforme de pouvoir. Le désir n'a de force que si tu l'enracines dans le maintenant. Le futur n'existe pas au-delà de ce que tu construis en cet instant. Tu peux avoir les objectifs les plus grands, mais si ton énergie se disperse dans des scénarios imaginaires, tu perds en précision, tu perds en magnétisme, tu perds le contrôle. Ce que tu choisis de croire en cette seconde détermine la qualité de tes actions et la direction de ta vie. Le moment présent est ta seule garantie. C'est ici que se définit ton caractère. Il y a une dignité que l'on trouve uniquement dans la vigilance intérieure, dans la décision consciente de ne pas offrir ton énergie au chaos de ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété perd de sa force lorsque tu reconnais que rien d'important ne se passe en dehors de cet instant. Celui qui entraîne la présence entraîne sa liberté. C'est ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. La réalité n'est pas ce qui se passe dehors, mais ce que tu choisis de soutenir à l'intérieur, en ce moment même. Tout le reste est une dette qui ne se paie jamais. 3.
Transformer la résistance en opportunité de croissance. Je dois l'admettre, il y a une part de moi qui déteste la résistance, qui l'expérimente comme un obstacle personnel, presque une offense à mon désir que tout s'écoule en ligne droite. Lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espère, mon premier réflexe est de lutter, de chercher des explications, d'attribuer des blâmes, d'exiger que la vie se plie à ma volonté. Mais cette réaction, bien qu'elle semble naturelle, est un reflet automatique. Ce n'est pas une réponse consciente, mais une fuite déguisée en contrôle. Si j'analyse cela avec honnêteté, je vois que la résistance n'est pas l'ennemi, mais un indicateur précis de où se trouvent les limites auto-imposées, les schémas mentaux que je préfère ne pas remettre en question. C'est inconfortable de le reconnaître, mais chaque fois que je me frustre face à une difficulté, ce qui s'active réellement, c'est la peur de ne pas avoir le contrôle absolu, le refus d'accepter que quelque chose puisse ne pas être sous mon domaine direct. Lorsque vous abordez la résistance sous cet angle, elle devient une carte, non un mur. L'esprit crée la résistance comme mécanisme de protection. Il cherche à vous maintenir sur un terrain connu, même si ce territoire est limité, répétitif ou douloureux. Il préfère l'inconfort familier plutôt que le risque du nouveau, car là, au moins, il sait comment réagir, quoi attendre. Cet confort toxique est ce qui vous maintient petit. Si votre impulsion automatique face à la résistance est de vous retirer, de suspendre l'action ou de vous plonger dans des plaintes, vous renforcez en réalité la narration de l'impuissance. La conséquence directe est le stagnation. Vous vous convainquez que la vie est contre vous, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez refusé de grandir dans la bonne direction. Chaque obstacle est une invitation à revoir vos croyances limitantes, à affronter l'inconfort d'évoluer, à démonter la peur sous-jacente qui vous fait préférer la sécurité à ce qui est possible. Il y a une erreur stratégique à voir la résistance comme une punition. En réalité, c'est un filtre conçu pour séparer ceux qui désirent seulement de ceux qui sont prêts à se transformer. Si ce que vous voulez a réellement de la valeur pour vous, vous devriez vous demander, et voici la seule question de ce bloc, quelle version de vous-même cette résistance exige-t-elle? Parce que si ce que vous poursuivez ne vous défie pas à changer, ce n'est pas un vrai désir, mais une fantaisie confortable. La croissance personnelle ne se produit pas en l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont vous les utilisez pour polir votre caractère. Chaque difficulté, chaque refus, chaque retard est une opportunité d'entraîner la patience, la clarté mentale et l'adaptabilité. Il ne s'agit pas de tolérer la souffrance par masochisme, mais d'apprendre à lire les signaux et à ajuster votre stratégie en temps réel. La manifestation consciente implique d'accepter que chaque résistance est, au fond, un entraînement. Ce n'est pas ce que vous affrontez qui vous définit, mais comment vous répondez. Si vous êtes capable de regarder le processus en face, d'identifier ce que cet obstacle vous demande, plus de concentration, plus de résilience, moins d'égoïsme, plus d'humilité, et que vous osez modifier votre approche, le résultat cesse d'être pertinent. Vous devenez une personne pour qui le succès n'est pas la destination, mais la conséquence naturelle d'avoir suffisamment grandi pour le soutenir. L'obstacle est le seuil, la croissance, le véritable prix. C'est la différence radicale entre ceux qui avancent et ceux qui répètent des cycles sans fin. Transformer la résistance en opportunité est une décision quotidienne, pas un événement ponctuel. Chaque fois que vous choisissez d'affronter l'inconfort, d'analyser la véritable cause de votre frustration et d'agir depuis un endroit plus évolué, vous renversez le schéma. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les défis, mais à vous apprendre à les utiliser comme des plateformes d'auto-leaderie. Celui qui fuit la difficulté renonce à son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de chercher la vie facile, mais une vie où chaque résistance est un terrain fertile pour le développement de votre meilleure version. C'est la clé. Voir la friction non pas comme une punition, mais comme la preuve irréfutable que vous avancez vers quelque chose qui en vaut la peine. 4. Prends le contrôle de ton état intérieur.
Il y a des jours où ton état intérieur ressemble à une salle de contrôle remplie de lumières clignotantes, de cadrans qui tournent sans relâche, de petites alarmes qui sonnent et tu ne sais pas exactement laquelle traiter en premier. Chaque stimulus externe est comme une main invisible qui ajuste les commandes, augmente le volume de l'anxiété, diminue le ton du calme, interrompt ton attention jusqu'à la rendre chaotique. Tu peux sentir comment les muscles de ton cou se tendent, comment la mâchoire se serre un peu plus, comment le geste se durcit même si personne ne le remarque. C'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu cèdes le gouvernail de ton expérience à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un mot mal dit, un message qui n'arrive pas, une attente qui s'effondre soudainement. Il est facile de vivre ainsi, réagissant par réflexe, comme si tu étais une machine programmée selon la température de l'environnement, sans jamais t'arrêter pour te demander qui régule vraiment ton état intérieur. Mais voici le point central. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de te plier si tu décides de prendre le contrôle de cette salle de commande. La plupart des gens laissent le climat émotionnel du jour dicter leur humeur, comme si chaque réaction était inévitable, comme si le malaise était une condamnation automatique. Le stoïcisme coupe court à ce mensonge. Les anciens savaient que la véritable autorité ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de le traiter. Tu peux t'observer presque de l'extérieur. Tu remarques le pouls accéléré quand quelque chose t'irrite. Tu reconnais la tension dans les épaules, la respiration saccadée. Au lieu de te laisser emporter, tu fais une pause délibérée. Tu prends de l'air, relâches ton corps, adoucis ton regard. C'est un acte apparemment petit, mais c'est là que se produit le miracle. Tu n'es pas l'esclave de tes impulsions, tu les reconnais et choisis ta réponse. Le calme est une décision, pas une coïncidence. C'est une phrase qui vaut de l'or. Le contrôle intérieur ne signifie pas s'anesthésier ni réprimer ce que tu ressens. C'est plutôt ajuster le focus, tout comme tu régules la netteté d'une image. Tu enlèves le filtre de l'urgence, réduis la saturation du drame et commences à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une mauvaise nouvelle ne devient pas une sentence, une critique n'est pas une dague, un retard n'est pas une catastrophe. Tu commences à remarquer la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique, presque animal. Répondre est un acte conscient, un exercice de pouvoir intérieur. C'est ici que la manifestation réelle trouve son terrain fertile. Tu ne peux attirer que ce qui est en harmonie avec ton état intérieur. Et cet état est une construction quotidienne, pas un accident. Il y a un geste presque imperceptible qui sépare celui qui maîtrise son état de celui qui vit à la merci du chaos. La capacité de se tenir debout au milieu de la turbulence, de rester centré alors que tout invite à perdre son axe. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de philosophies alambiquées. Il te suffit de te rappeler que le seul endroit où tu peux agir avec autorité est ton propre centre émotionnel. Le monde peut être en désordre, les gens peuvent être imprévisibles, les circonstances peuvent changer sans préavis, mais ta réaction t'appartient. Rien d'extérieur ne peut te voler la paix sans ta permission. Gravez cette phrase dans ta mémoire. C'est un entraînement, pas une inspiration passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'irritation, que tu transformes l'inquiétude en action sereine, que tu échanges la plainte contre une décision, tu renforces les fondations de ton autodiscipline. Ce n'est pas la perfection, c'est la pratique. Les stoïciens n'étaient pas des saints, ils étaient des humains qui se fatiguaient, se frustraient, mais ne déléguaient jamais la clé de leur état intérieur à d'autres mains. La véritable autorité commence dans ta manière de ressentir et se reflète dans la qualité de ce que tu projettes. Si tu veux manifester quelque chose de grand, commence par nettoyer ta salle de contrôle. Le reste viendra tout seul. 5. Choisis quand agir, quand attendre. Agir sans savoir attendre, c'est saboter son propre processus. La plupart des gens ne échouent pas par manque de talent ou de ressources, mais à cause de cette compulsion enfantine de vouloir forcer chaque résultat, de confondre mouvement et avancement, de croire que la vie ne récompense que celui qui ne s'arrête jamais. On t'a entraîné à ressentir de la culpabilité lorsque tu ne fais rien.
comme si la valeur personnelle dépendait d'être toujours occupé, toujours en train de pousser, toujours au bord de l'épuisement. Mais cette urgence ne te rend pas plus productif, elle te rend seulement plus aveugle aux signaux qui t'indiquent quand il est temps d'avancer et quand il est temps de rester calme. Il est inconfortable de le reconnaître, mais ton anxiété à agir est le masque parfait pour ne pas affronter la peur de rester immobile et de regarder ta propre insécurité en face. Certains remplissent leur journée de tâches inutiles juste pour ne pas entendre le vide en arrière-plan. D'autres se paralysent en attendant une certitude absolue qui n'arrive jamais. Les deux extrêmes sont deux formes de lâcheté déguisées en stratégie. Ne confonds pas l'action avec la réaction automatique. Prendre une décision sous la pression, l'impatience ou la peur de l'immobilisme est un investissement émotionnel qui a des intérêts très élevés. Chaque fois que tu agis sans clarté, tu alimentes seulement la confusion et tu t'éloignes de tout résultat authentique. Le stoïcisme ne te demande ni résignation ni passivité. Il exige de la précision. Savoir distinguer quand intervenir et quand laisser la vie suivre son cours est un art que peu maîtrisent, car cela implique de lâcher le contrôle que tu cherches obsessionnellement. Derrière la hâte de toujours bouger, il y a une fracture dans le caractère, une incapacité à tolérer le soi-disant ne rien faire, alors qu'en réalité, c'est l'espace où la maturité et l'intuition se développent. Il n'est pas surprenant que la plupart répètent les mêmes erreurs encore et encore. Ils agissent trop tôt ou trop tard parce qu'ils n'ont pas le courage d'attendre dans le vide, de supporter la tension sans fuir vers une action vide. L'impatience est une dette qui se paie cher. Tu veux des résultats immédiats parce que tu crains que, si cela ne se produit pas maintenant, cela ne se produira jamais. Mais la vie ne répond pas à tes délais arbitraires. Celui qui sait attendre ne reste pas inerte. Il reste alerte, lit le terrain, observe les petits changements et affine sa stratégie. Attendre n'est pas de la passivité, c'est de la discipline. C'est la capacité de soutenir le désir sans le transformer en besoin, de réserver ton énergie jusqu'à ce que l'action soit réellement efficace. C'est la différence entre ceux qui parviennent à manifester ce qu'ils veulent et ceux qui gaspillent simplement leur force dans des batailles sans sens. Agir à contretemps, c'est perdre deux fois. Tu perds l'effort et tu perds l'opportunité. Il y a une brutalité honnête à accepter que tu n'as pas toujours le contrôle du rythme, que parfois, la chose la plus sage est de te retenir, de renforcer la patience comme un muscle que presque personne n'entraîne. Le monde est rempli de gens qui avaient tout à portée de main et qui l'ont ruiné parce qu'ils ne savaient pas attendre le bon moment. Il est aussi rempli de ceux qui n'ont jamais essayé parce qu'ils se sont convaincus que le premier obstacle était un signe pour renoncer. Aucun des deux n'a d'autorité sur sa vie. Les deux sont esclaves de leurs impulsions, de la peur ou de l'anxiété. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une stratégie différente. Apprendre à lire tes propres impulsions, à ne pas donner ton énergie à l'urgence ni à la léthargie. Choisis quand agir et quand attendre. C'est la différence entre un débutant et un maître. Ce n'est pas celui qui bouge le plus qui gagne, mais celui qui sait quand bouger. Arrête de cacher ta faiblesse derrière la précipitation ou l'excuse de la prudence infinie. La vie récompense celui qui décide en conscience, pas celui qui se consume dans le bruit de l'action inutile. 6. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. La vérité est que vous vivez dans la pénurie même si vous avez plus que ce que vous avez jamais rêvé. Il ne s'agit pas d'argent, ni de succès, ni de reconnaissance. C'est une pénurie mentale, une habitude de se concentrer sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas encore accompli, sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Ce mécanisme est un piège invisible qui sabote toute tentative de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous ne reconnaissez pas ce que vous avez parce que votre esprit est entraîné à minimiser chaque réussite, à réduire chaque avancée, à transformer l'abondance en quelque chose d'invisible. C'est ainsi que fonctionne l'insatisfaction chronique. Vous opérez à partir d'un déficit émotionnel, comme si tout ce que vous êtes et avez n'était qu'un simple prélude avant d'obtenir l'important.
Mais c'est là la racine de la frustration. Aucun accomplissement n'est suffisant pour celui qui ne prend jamais le temps de remercier ce qu'il possède déjà. La véritable gratitude n'est pas un joli slogan. C'est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez pratiquer si vous souhaitez transformer votre vie de l'intérieur. Il y a une partie de vous qui résiste à la gratitude parce qu'elle associe la gratitude à la complaisance, à se résigner à moins que ce que vous désirez, comme si reconnaître ce que vous avez était une menace pour vos ambitions. Cette croyance est une distorsion dangereuse. La gratitude n'est pas renonciation, c'est reconnaissance. C'est le muscle qui vous permet de voir clairement ce qui fonctionne déjà, ce qui soutient votre présent, ce qui était autrefois un désir et qui fait maintenant partie de votre réalité. Lorsque vous ignorez ce fait et que vous ne tendez la main qu'à ce qui manque, vous envoyez un message clair à votre propre système. Rien n'est suffisant. Je ne vaux pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je n'ai pas encore accompli. C'est de là que naît l'anxiété, le sentiment de dette permanente, l'incapacité à profiter du processus et à célébrer les avancées. La pénurie est une perception, pas une réalité. Pratiquer la véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Ce n'est pas rester en surface en disant des phrases automatiques chaque matin, c'est examiner le poids de vos pensées, le filtre avec lequel vous jugez vos journées, la tendance à minimiser le positif par peur de devenir vulnérable ou que la vie vous l'enlève. C'est ici que la psychologie profonde et le stoïcisme se rencontrent. Les deux vous demandent d'interrompre le circuit de la plainte intérieure et de confronter l'habitude de vivre en attendant toujours le prochain miracle. La gratitude interrompt la dette émotionnelle et vous oblige à regarder de front ce qui existe déjà. C'est un entraînement inconfortable car cela détruit la narration selon laquelle ce n'est jamais assez. Une narration que vous utilisez pour justifier l'insatisfaction, le perfectionnisme et l'urgence d'accumuler davantage. Être reconnaissant ne vous rend pas passif, cela vous rend puissant. Car seul celui qui reconnaît son abondance intérieure peut désirer sans besoin, demander sans supplier et agir avec la certitude qu'il est déjà complet. C'est le véritable secret du magnétisme. Lorsque vous vous reliez à la vie depuis la plénitude, vous attirez de nouvelles opportunités sans porter l'énergie lourde du désespoir. Il n'y a pas de plus grand sabotage que de vivre en attendant le grand accomplissement externe pour vous sentir digne de remercier. Si vous n'êtes pas capable de trouver de la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, vous ne la trouverez pas non plus lorsque vous irez plus loin. Remerciez d'abord, puis manifestez. C'est la ligne qui sépare l'abondance réelle de l'accumulation vide. Chaque jour, vous avez le choix de renforcer le muscle de la gratitude ou d'alimenter le déficit. C'est une décision interne, une reprogrammation consciente qui nécessite vigilance et discipline. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais vous pouvez choisir le prisme à travers lequel vous regardez votre vie. L'abondance commence dans l'esprit, pas dans le compte bancaire, ni dans les réalisations visibles. Si vous entraînez votre attention à détecter ce qui fonctionne déjà, ce qui est déjà précieux, vous commencez à manifester depuis un terrain fertile. Personne ne peut remercier à votre place. Personne ne peut transformer votre perception sauf vous-même. L'abondance est une attitude, pas une circonstance. Reconnaissez-le, et tout le reste commence à s'organiser tout seul. 7. Fais de tes émotions un choix conscient. Tu te réveilles et avant de poser les pieds par terre, tu ressens déjà une étrange sensation dans ta poitrine. Rien de vraiment important ne s'est encore passé, mais tu notes de l'irritation, de la fatigue, voire un certain malaise sans raison. Pendant le petit déjeuner, le bruit de quelqu'un qui mâche à table te dérange, la lumière t'incommode, ce message sans réponse t'agace. En avançant dans tes tâches, tu ressens de petites vagues de colère, d'apathie ou d'insécurité qui semblent surgir de nulle part, et presque sans t'en rendre compte, tu laisses cette courant interne dicter ton ton pour toute la journée. C'est ainsi que fonctionnent les automatismes émotionnels. Tu te lèves la garde baissée et au lieu de choisir, tu te laisses entraîner par la première chose qui apparaît.
Le résultat est une vie vécue par inertie émotionnelle, un jour après l'autre où les circonstances externes semblent avoir plus d'autorité sur ton état interne que ta propre volonté. En analysant ce schéma, il est évident que la plupart des gens ne remet jamais en question l'origine réelle de ces émotions, encore moins leur fonction stratégique. La tristesse, la colère ou l'anxiété sont acceptés comme des faits inévitables, comme s'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Mais la vérité est autre. Chaque émotion est une réaction, une interprétation, un signal que ton esprit filtre selon des croyances apprises et des conditionnements anciens. Le premier pas vers la souveraineté émotionnelle n'est pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'identifier d'où cela vient, quel message cela t'envoie, et si ce message a du sens dans le contexte actuel ou s'il n'est qu'un résidu du passé. Lorsque tu ne fais pas cet exercice, ta vie devient une réaction en chaîne, une succession de virages brusques où tu ne tiens jamais le gouvernail plus de quelques minutes. Émotions non gérées, décisions hypothéquées. C'est l'équation silencieuse qui te coûte chaque jour. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible, ni de devenir de pierre. Sa proposition est beaucoup plus radicale. Il te demande de prendre le contrôle délibéré de ta réponse émotionnelle. Tu ne peux pas éviter de ressentir, mais tu peux choisir comment tu traites, canalises et utilises ce poids. Le défi est de rompre l'habitude de blâmer l'environnement pour chaque changement d'humeur et de reconnaître que les émotions ne sont pas des sentences, mais de l'information. Tu peux t'entraîner à distinguer entre ce qui est utile et ce qui n'ajoute qu'un poids inutile. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir automatiquement, mais de faire une pause et de revoir l'origine de ton émotion, tu renforces ce muscle invisible qui sépare ceux qui vivent à la merci de l'environnement de ceux qui construisent leur état interne. Là où il y a choix, il y a pouvoir. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. Il ne s'agit pas de nier les moments de basse énergie ou la douleur légitime, mais d'éviter qu'ils ne s'emparent de ta narration. Si tu permets à chaque stimulus externe de définir le scénario de ta journée, ton caractère se dilue et ta capacité à manifester quelque chose de propre s'évanouit. La maîtrise émotionnelle n'est pas une fantaisie de contrôle absolu, mais un entraînement quotidien où tu décides, encore et encore, si tu cèdes ton énergie à l'irritation, au ressentiment ou à la peur, ou si tu choisis une attitude plus utile, plus alignée avec ce que tu veux construire. La résignation est confortable, le choix conscient coûte, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté intérieure. La psychologie profonde le confirme. Ta réaction émotionnelle habituelle est une empreinte, une habitude que tu peux réécrire si tu as le courage de la remettre en question en temps réel. L'émotion surgit, tu l'observes, tu la traites, et seulement alors tu décides si tu l'alimentes ou si tu la laisses passer. Laisseras-tu ton état interne au hasard ou feras-tu du ressenti une stratégie et non une condamnation? Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. C'est là que commence la véritable manifestation. 8. Fais confiance au rythme naturel de la vie. Je dois l'admettre, j'ai du mal à supporter la lenteur avec laquelle ma vie avance parfois. Il y a des matins où je me réveille avec la sensation que tout devrait aller plus vite, que quelque chose d'important est en train de me filer entre les doigts pendant que j'ai à peine réussi à sortir de l'inertie. Je regarde le calendrier, je consulte les notifications, je calcule mentalement les retards, et dans ce décompte silencieux, je commence à ressentir une pression sourde dans la poitrine, comme si chaque jour perdu était une dette accumulée que je ne finirais jamais de rembourser. Le corps réagit avant l'esprit. La mâchoire se tend, les épaules se haussent légèrement, la respiration se raccourcit. C'est un malaise subtil, mais réel. Là, dans ces petits détails, se révèle la vérité inconfortable. Je ne fais pas entièrement confiance au rythme naturel de la vie. Je me découvre en lutte contre le temps, exigeant des résultats immédiats, forçant des portes qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir, comme si ma valeur dépendait de la vitesse à laquelle j'atteins l'endroit où je veux être.
Observer mes propres gestes, le mouvement agité des doigts, le regard qui saute d'un écran à l'autre à la recherche de signes de progrès, suffit à comprendre comment l'impulsion de contrôler le temps est un piège invisible. On nous a entraînés à mesurer la vie en réalisation et en avancée, comme si la maturité était une ligne droite sans pause ni recul. Mais la nature ne se précipite jamais, et pourtant tout se réalise. Il y a un rythme souterrain dans les choses que tu ne peux pas accélérer sans en payer un prix élevé. La fatigue accumulée, l'anxiété chronique, cette irritation sourde qui t'accompagne, même lorsque tu célèbres de petites victoires. Tu peux le sentir sur ta peau, dans ton estomac, dans la façon dont les minutes te filent entre les doigts pendant que tu attends enfin que quelque chose se produise. Le désir de sauter des étapes est une fracture dans le caractère. Il révèle la peur de rester en arrière, de ne pas valoir si tu ne produis pas, que la vie te dépasse. La réalité est que la croissance authentique ne répond jamais à tes caprices ni à tes calendriers. Il y a des processus internes qui demandent plus de temps que tu ne voudrais leur accorder, des blessures qui ne se referment pas simplement parce que tu le décides, des projets qui mûrissent hors de ta vue. Refuser d'accepter ce rythme, c'est comme essayer de forcer la pousse d'une graine en tirant sur ses feuilles. Tu ne fais que briser ce qui était destiné à fleurir. La confiance dans le processus est, avant tout, une discipline mentale. C'est la capacité de garder son calme lorsque l'environnement te pousse à accélérer, de continuer à montrer de la conviction, même si le résultat n'apparaît pas encore. Le temps remet tout à sa place, même si tu n'aimes pas l'ordre. C'est le postulat le plus douloureux à accepter. Si tu observes attentivement, tu verras que les meilleures choses de ta vie ne sont jamais arrivées sous pression. Les relations authentiques, les apprentissages profonds, même les réalisations qui t'ont réellement changé sont survenus à un moment inattendu, lorsque tu avais déjà lâché prise sur l'urgence et cessé d'exiger des garanties. Le stoïcisme te demande cet acte de foi brutal. Faire confiance au fait que la vie a un rythme plus sage que ton impatience, que ce qui t'est destiné se présentera non pas parce que tu le poursuis désespérément, mais parce que tu as fait ta part, et ensuite lâché prise. L'impatience est la dette la plus coûteuse que tu paies, la confiance, l'actif qui te rapporte le plus à long terme. Il ne s'agit pas de rester immobile ni de te résigner à quoi que ce soit. C'est un équilibre délicat entre agir avec intention et respecter les cycles que tu ne peux pas gouverner. Apprendre à lire les signes, à distinguer quand il est temps de semer et quand il est temps d'attendre la récolte, est la marque de quelqu'un qui a mûri au-delà de l'immédiateté. La précipitation est l'ennemi de la manifestation. Laisse cela s'installer. Le véritable défi est de maintenir la foi lorsque tout semble lent, lorsque les preuves tangibles de progrès font défaut, lorsque le silence pèse plus que n'importe quel mot d'encouragement. Là, dans cet espace inconfortable, la confiance s'entraîne. Ce qui est à toi ne se perd pas. Il est simplement en train de se préparer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Personne ne te prépare à l'inconfort que c'est d'entendre ta propre voix lorsque le bruit s'éteint. Beaucoup s'effraient devant le vide de leur propre compagnie, comme si l'absence de témoins rendait moins réel ce qu'ils ressentent ou pensent. Mais cet inconfort, ce poids initial d'être seul, est le seuil de la véritable force. Il y a une vérité que peu admettent. S'accrocher à la compagnie constante est plus facile que de faire face à ses fractures internes. Nous vivons entourés de stimuli, d'attentes extérieures, de la pression de s'intégrer et de plaire, et avec chaque distraction, notre capacité à nous tenir debout par nous-mêmes s'affaiblit un peu plus. Le silence et la solitude, loin d'être des condamnations, sont le terrain d'entraînement où se forge le caractère. Marc Aurèle le savait. L'homme cherche à se retirer, mais le meilleur retrait est en lui-même.
Si tu veux vraiment avancer, tu dois d'abord supporter le coup psychologique d'être seul avec toi-même et cesser de négocier ta liberté pour l'approbation des autres. N'attends ni compréhension, ni reconnaissance immédiate. Le chemin solitaire est exigeant, mais aussi brutalement honnête. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour valider tes efforts. L'autosuffisance, la discipline et la clarté ne fleurissent pas dans la foule, mais dans les espaces où personne ne t'observe et où toute excuse s'effondre sous son propre poids. Être seul n'est pas une punition, c'est l'opportunité la plus réelle que tu auras pour découvrir de quoi tu es fait. 1. Fais du silence ta force intérieure. Le silence n'est pas un luxe, c'est une épreuve. Personne ne veut y faire face car il dénude tout ce que tu essaies de cacher, tes doutes, tes contradictions, cette voix que tu essaies de faire taire en remplissant ta vie de bruit et de distractions. Mais voici la vérité que tu n'aimes pas admettre. Tant que tu fuiras le silence, tu dépendras de l'approbation des autres comme un accro qui supplie pour sa prochaine dose. Penses-tu vraiment que la croissance personnelle viendra entourée d'applaudissements et de compagnie constante ? C'est une fantaisie confortable, une excuse pour éviter le travail acharné. Le silence est inconfortable, car il t'oblige à te retrouver avec toi-même, sans filtre, sans masque, sans prétexte. C'est dans ce vide que se révèle ce que tu es, et ce que tu n'es pas encore. Celui qui ne supporte pas le silence n'aura jamais la force suffisante pour résister à la pression, à la critique et au rejet. Regarde-le en face. Chaque fois que tu cherches à remplir ton agenda juste pour ne pas rester seul avec tes pensées, c'est une autre occasion manquée de construire une véritable force. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens valorisaient tant la solitude. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Comment vas-tu dominer quoi que ce soit si tu ne peux même pas rester assis en silence pendant 1 heure sans te sentir mal à l'aise, anxieux ou vide ? Le silence est le terrain d'entraînement de ton caractère. C'est l'épreuve de résistance qui sépare ceux qui font du bruit de ceux qui laissent une empreinte. Il n'y a pas de raccourcis ici, il n'y a pas de validations externes qui comptent. Si tu as besoin qu'on t'encourage toutes les 5 minutes, si tu dépends de la conversation des autres pour te sentir vivant, alors tu es esclave de l'opinion publique, pas maître de ton destin. Utilise le silence comme un outil, pas comme une punition. Le silence t'expose, oui, mais il te permet aussi de voir les fractures de ton caractère, les dettes émotionnelles que tu traînes depuis des années, les décisions remises à plus tard qui pèsent de plus en plus. Il ne s'agit pas de devenir un ermite, mais d'apprendre à te tenir debout lorsque tout le monde disparaît. Car la vie, tôt ou tard, te laissera seul. Et à ce moment-là, il ne reste que 2 options. Tu t'effondres ou tu t'affirmes. Le silence est l'investissement le plus difficile et le plus rentable que tu puisses faire en toi-même. C'est l'espace où la discipline s'entraîne, où la volonté cesse d'être un joli mot pour devenir un muscle réel, tangible. La plupart des gens cherchent des voies extérieures parce qu'ils ne supportent pas la leur. Ils se remplissent de bruit pour ne pas entendre les avertissements internes, les signaux que quelque chose ne va pas, qu'ils ont hypothéqué leur liberté pour un peu de confort et de compagnie superficielle. Ne commets pas cette erreur. Apprends à habiter le silence. Utilise ces moments pour examiner tes motivations, pour remettre en question tes propres excuses, pour décider une fois pour toutes qui tu veux être quand personne ne te regarde. Le silence est brutalement honnête. Il ne te félicite pas, il ne te console pas, il ne te ment pas. Mais si tu es capable de le supporter, de l'utiliser comme force intérieure, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission d'avancer. Les stoïciens ont compris que la véritable indépendance commence lorsque tu cesses de craindre le silence. Tu n'as pas besoin de plus de conseils, de plus de bruit, de plus de distractions. Tu as besoin de courage pour rester immobile et écouter ce qu'il y a vraiment en toi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie. Le reste n'est que façade. 2. Décide ton propre rythme sans dépendre des autres. Parfois, je me surprends à regarder l'horloge juste pour vérifier si je suis en retard. C'est absurde, mais je le fais quand même.
il y a une impulsion silencieuse, presque automatique, qui me pousse à comparer ma vitesse à celle des autres, le rythme auquel les autres avancent, les objectifs qu'ils franchissent avant moi, la quantité de choses qu'ils publient, le bruit qu'ils font. C'est comme si ma valeur dépendait de courir au même pas, même si au fond de moi, je sens que je me désassemble chaque fois que j'essaie de suivre leur rythme. C'est inconfortable de l'admettre, mais la pression de ne pas vouloir sembler lent face au monde m'a conduit à prendre des décisions dont je n'avais pas besoin, à dire oui quand je voulais dire non, et à porter un poids qui n'était même pas le mien. Le corps le ressent d'abord, cette tension dans la mâchoire, les doigts qui tambourinent sur la table, le dos raide après une journée à poursuivre des attentes extérieures. Parfois, le seul son est celui de ma respiration accélérée, comme si l'anxiété avait besoin de me rappeler que je ne m'appartiens pas encore. Observer les autres avancer peut être inspirant ou peut être du poison, selon comment tu le regardes. Le problème n'est pas le monde qui se déplace à son propre rythme, mais le piège de sentir que tu dois danser sur la même musique, même si cela ne te plaît pas. Quand tu marches parmi des foules, tu remarques comment les gens ajustent leur vitesse au groupe. L'un accélère, tout le monde accélère, l'un s'arrête, tout le monde l'esquive. Peu de choses sont aussi difficiles que de maintenir ton pas quand tout indique que tu devrais te dépêcher ou t'arrêter. Mais c'est la différence entre un imitateur et quelqu'un qui est prêt à construire son propre chemin. La vraie vie n'apporte pas de signaux lumineux ni de chronomètre pour marquer le bon avancement. Elle exige que tu décides quand appuyer, quand attendre, quand changer de direction, même si personne n'applaudit. Et ce discernement, cette capacité à dire « c'est mon rythme et je le maintiens même si cela dérange les autres », se cultive les jours où tu choisis de ne pas courir juste parce que tout le monde court. Il ne s'agit pas de se rebeller par principe ni de rejeter toute influence externe. Il s'agit de ne pas hypothéquer ta paix mentale pour le rythme des autres. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux sur l'importance de ne pas se troubler par ce que font ou ne font pas les autres. Et il le disait parce que le bruit extérieur ne disparaît jamais complètement. Il y aura toujours quelqu'un qui avance plus vite, quelqu'un qui semble avoir tout résolu, quelqu'un qui te fait sentir que tu es en retard. Mais si tu n'apprends pas à marquer ton propre rythme, tu deviens l'otage d'un scénario que tu n'as pas écrit. L'épuisement ne vient pas seulement du travail, il vient de l'auto-exigence inutile, de la peur de décevoir des attentes que tu ne partages même pas. Le résultat est une fatigue silencieuse, une sensation de dette qui ne se paie jamais parce qu'il y a toujours une nouvelle course à courir. La solitude choisie est le laboratoire où tu découvres ta cadence authentique. Imagine-toi marchant seul sur une avenue vide à l'aube, sans montre, sans téléphone, sans personne n'attendant rien de toi. La tranquillité pèse différemment, l'air se sent plus dense et les pensées émergent sans filtre. Là, dans cet espace, tu peux te demander avec honnêteté « Avançai-je parce que je le veux ou parce que j'ai peur de rester seul ?» C'est dans ce silence que se révèle la vérité inconfortable. Suivre le pas des autres est facile. Décider du tien est un acte de courage. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne va te donner ce contrôle intérieur. Les grands accomplissements ne naissent pas de la précipitation, mais de la constance. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton propre processus. Certaines personnes ne trouvent leur grandeur que lorsqu'elles cessent de regarder sur les côtés et commencent à écouter le pouls intérieur qui leur indique quand avancer et quand s'arrêter. C'est la véritable indépendance, avoir la force de décider de ta vitesse sans demander la permission, sans chercher de validation, sans peur de rester en arrière. Que ton avancée ne dépende pas des applaudissements ni du jugement, mais de ce que tu sais être nécessaire pour toi. Le rythme propre est un privilège qui se gagne avec discipline et honnêteté. Un pas ferme vaut plus que 100 courses vides. 3. Cultive la discipline loin des distractions. Lever le téléphone par habitude, ouvrir un réseau social sans réfléchir, laisser la télévision parler toute seule dans le salon pendant que tu fais semblant de te reposer.
Il y a un schéma invisible dans tout cela. L'impulsion de chercher des distractions juste pour ne pas faire face à l'inconfort d'être avec soi-même, sans stimuli, sans récompense immédiate. L'esprit résiste au calme, parce qu'il sait que, dans cet espace, les manques de discipline deviennent évidents. Ce qui est facile, c'est de diluer les jours dans de petites évasions, de sauter d'une notification à l'autre, de remettre à plus tard ce qui est important, tout en te convainquant que tu es juste en train de te reposer. Mais au fond, tu le sais, chaque distraction que tu choisis est un abandon silencieux de ta propre force. Le confort est addictif, et la discipline demande toujours un prix plus élevé. Il faut reconnaître ce mécanisme interne, la tendance automatique à adoucir toute tâche exigeante avec des pauses inutiles, à justifier chaque minute improductive avec des excuses raisonnables. Il y a une voix qui te dit que tu pourrais commencer demain, que ce n'est pas grave si aujourd'hui tu cèdes un peu. Mais cette voix est experte en sabotage. Elle sait que la véritable difficulté n'est pas de commencer une tâche, mais de la maintenir quand personne ne te regarde. Le muscle de la discipline ne se renforce pas entouré de compliments ni sous la surveillance constante des autres. Il se construit dans cet espace où toi seul es témoin de tes décisions, où chaque petit effort compte ou diminue le bilan de ton caractère. Le véritable défi est de s'engager dans ce qui est nécessaire quand les distractions t'invitent à abandonner. Parfois, cela ressemble à porter un poids inutile, comme si l'exigence de la discipline était un fardeau imposé de l'extérieur. Mais la réalité est différente. La discipline qui n'est pas pratiquée dans la solitude s'effondre dès que la pression externe disparaît. Il est facile d'être constant quand quelqu'un attend des résultats, quand la reconnaissance ou la punition dépendent de l'effort. Ce qui est difficile, c'est de persister quand personne ne regarde, quand la seule récompense est de savoir que tu n'as pas trahi ton propre processus. Ici apparaît le conflit. Es-tu discipliné parce que tu veux avancer ou juste pour éviter le jugement des autres? C'est la question inconfortable qui ne se répond pas par des mots, mais par des actes répétés dans l'intimité de ta routine. Le stoïcisme ne promet pas de formule rapide, ni de motivation perpétuelle. Il enseigne l'importance d'établir des rituels personnels, de créer des habitudes qui ne dépendent ni de l'état émotionnel, ni de la présence d'autrui. Marc Aurèle a écrit que l'esprit qui se maîtrise est invulnérable au chaos extérieur. Mais cette maîtrise n'émerge que lorsque tu décides de protéger ton temps comme quelque chose de sacré. Lorsque tu comprends que chaque minute consacrée à la distraction est une dette envers ta propre volonté. La discipline est un investissement à long terme qui reçoit rarement des applaudissements. Mais celui qui la cultive en silence, loin de la tentation de l'immédiateté, finit par acquérir un pouvoir réel. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne l'exige. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne se trouve souvent dans ces moments imperceptibles où tu choisis de travailler pendant que les autres se dispersent, dans les jours gris où tu préfères accomplir plutôt que de te laisser aller à l'apathie. Personne ne voit cette bataille quotidienne, mais le résultat se reflète tôt ou tard dans la qualité de tes réalisations et dans la solidité de ton caractère. Si tu cherches une discipline authentique, commence par fermer les portes à la distraction la plus accessible, par choisir le focus, même si cela coûte, par être le gardien de ton propre processus. L'autodiscipline n'est pas une vertu héritée, c'est une loyauté quotidienne envers ce qui compte vraiment. Sans témoin, sans applaudissements, sans excuses. Parce qu'au fond, seule la constance dans la solitude te libère de la dépendance et te permet de façonner la vie que tu souhaites. Choisis ton inconfort, celui de la discipline ou celui du regret. Personne ne va construire ton caractère à ta place. 4. Apprends à te soutenir émotionnellement seul. Te soutenir émotionnellement seul, c'est comme apprendre à marcher sur un pont sans rambarde. Chaque pas révèle combien tu fais confiance à ton propre équilibre. Il ne s'agit pas d'éliminer la possibilité de tomber, mais d'accepter que le vertige fait partie du processus.
Lorsque tu dépends des autres pour te soutenir, tu remets le contrôle de ta stabilité à des facteurs que tu ne maîtriseras jamais complètement. L'autosuffisance émotionnelle n'est pas une armure impénétrable, mais la capacité de reconnaître tes émotions, de comprendre d'où elles viennent et de décider comment y répondre sans chercher des béquilles externes. Si chaque fois que l'inconfort se manifeste, tu recours à des messages, des distractions ou des validations rapides, tu renforces seulement l'idée que tu ne peux pas porter ton propre poids intérieur. Ici, la cause est claire. L'habitude de déléguer la responsabilité affective, d'attendre que quelqu'un d'autre te sorte du trou, de penser que le soulagement ne vient que de l'extérieur. Ce mécanisme, bien qu'il semble inoffensif, est un piège. Il te rend fragile, te laisse à la dérive chaque fois que la compagnie s'évapore ou que le soutien n'arrive pas à temps. La conséquence directe de ne pas apprendre à te soutenir seul est l'instabilité permanente. C'est passer d'un haut à un bas, dépendant de la présence, de l'humeur ou des paroles des autres pour remonter le moral. Il suffit que l'environnement échoue pour que le sol émotionnel s'effondre. Tout objectif, toute discipline, toute aspiration devient vulnérable si tu n'as pas la capacité de réguler tes états internes sans dépendre de qui tu as près de toi ou de la quantité de stimuli que tu consommes. C'est comme construire une maison sur un terrain meuble. Tout tremblement la fait vaciller. C'est pourquoi les stoïciens recommandaient d'examiner tes émotions comme si tu disséquais le mécanisme d'une montre, décomposer la réaction, observer la cause, identifier l'interprétation qui la soutient. Ce n'est pas une question de froideur ni de répression de ce que tu ressens, mais d'accepter que chaque émotion apporte un message et une responsabilité. Le dialogue intérieur remplace la recherche compulsive de réconfort externe. La question cesse d'être « qui m'aide à sortir de cela ?» et devient « que puis-je faire avec ce que je ressens ?» La décision stratégique est évidente. Investir dans ton propre équilibre au lieu de chercher que les autres le maintiennent pour toi. Cela signifie créer des systèmes personnels pour gérer tes réactions, concevoir des routines qui te permettent d'observer comment tes états mentaux changent au cours de la journée, et ne pas fuir les moments de vide ou de tristesse, mais les explorer sans panique. Prends le temps d'analyser l'origine de ton malaise, d'enregistrer des schémas, de comprendre quand et pourquoi l'anxiété ou le découragement surgissent. C'est inconfortable, mais c'est là que se forge la véritable force émotionnelle. Lorsque tu es capable de rester dans ton inconfort sans chercher une anesthésie immédiate. Te soutenir seul n'est pas synonyme d'isolement ni de dureté émotionnelle. C'est savoir que, quoi qu'il arrive autour de toi, tu as des ressources internes pour supporter la pression, l'incertitude ou la douleur sans t'effondrer, ni chercher un refuge instantané chez les autres. C'est la base de la résilience réelle. Savoir traverser le malaise, identifier le moment où tu as besoin d'agir et le moment où tu dois simplement supporter le poids jusqu'à ce que la tempête intérieure passe. L'indépendance émotionnelle ne se construit pas dans la théorie. Elle s'entraîne dans les jours où personne ne répond à tes messages, quand la solitude devient plus dense et que les doutes semblent se multiplier. C'est là que tu décides si tu te plonges dans la plainte ou si tu utilises le silence pour ajuster tes propres fondations. Le danger de ne pas le pratiquer est de rester à la merci de la volatilité de l'environnement, de la déception constante, de la sensation de vide qu'aucune relation, aussi profonde soit-elle, ne peut combler. Te soutenir émotionnellement seul est, au fond, l'acte de plus grand respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin que les autres valident ton processus, ni qu'ils te sauvent à chaque faux pas. L'autosuffisance n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Personne ne peut ressentir à ta place, personne ne peut porter ton propre poids intérieur. Le caractère se mesure dans les moments où il n'y a pas de témoin. Si tu cherches la stabilité, commence par la construire de l'intérieur. C'est la seule force qui ne s'effondre pas lorsque tout le monde s'en va. 5.
Transformez l'isolement en connaissance de soi profonde. Personne ne veut accepter cela. L'isolement n'est pas une condamnation. C'est un miroir que vous ne pouvez ni briser ni couvrir. Celui qui fuit l'isolement fuit lui-même. Et cette évasion a un prix très élevé. Elle se paie par l'ignorance de vos propres limites, par une dépendance émotionnelle déguisée en sociabilité, par l'incapacité de répondre honnêtement à la question fondamentale de toute vie qui en vaut la peine. Qui es-tu quand personne ne te regarde ni ne te demande rien? Beaucoup se sentent à l'aise à pointer vers l'extérieur les raisons de leur stagnation. Peu ont le courage de rester seuls, le temps nécessaire pour découvrir que la racine de leur insatisfaction se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ici que la plupart échouent. Au lieu de supporter le poids de la solitude, ils cherchent une anesthésie rapide dans la validation, les distractions, le bruit social. Il n'y a pas de connaissance de soi possible si votre premier réflexe est de fuir vous-même chaque fois que l'inconfort se présente. C'est inconfortable, oui, mais c'est nécessaire. Transformer l'isolement en connaissance de soi profonde exige discipline et une brutalité d'honnêteté envers soi-même, quelque chose que peu sont prêts à pratiquer. L'isolement vous expose à la vérité brute de vos pensées, de vos motivations et de vos peurs non résolues. Ne vous trompez pas, tant que vous continuez à utiliser le contact constant avec les autres comme un bouclier, vous ne saurez jamais où se terminent vos désirs et où commencent les attentes des autres que vous avez adoptées sans vous en rendre compte. Ici, il n'y a pas de place pour des masques qui vous protègent, ni pour des histoires que vous vous racontez pour justifier votre manque d'avancement. Ce que vous trouvez dans l'isolement peut vous déranger, voire vous effrayer, mais c'est le seul moyen d'identifier les schémas mentaux qui gouvernent réellement votre comportement. La superficialité s'effondre d'elle-même quand personne ne vous regarde. Et ce poids, cette fatigue que vous ressentez à la fin des journées vient souvent non pas du travail ni du manque de reconnaissance, mais de la dette accumulée par ne jamais vous affronter sérieusement. Le stoïcisme ne vous invite pas à idolâtrer l'isolement ni à rejeter le monde, mais il exige que vous utilisiez la solitude comme un outil de diagnostic et de transformation. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle écrivait ses réflexions les plus lucides lors des nuits solitaires de campagne, ni si Épictète parlait de la liberté intérieure comme du seul bien qui ne peut être arraché. La solitude forcée vous brise si vous n'avez pas entraîné votre esprit à supporter le poids de vos propres questions. La solitude choisie, en revanche, vous permet de prendre le contrôle et de décider quelle partie de vous mérite d'être renforcée et laquelle doit tomber. La plupart choisissent la compagnie pour éviter ce processus, mais ce choix, répété à chaque petit moment, est un renoncement silencieux à sa propre grandeur. Seul celui qui ose rester seul, sans l'anesthésie de l'approbation ni le bruit de l'environnement, finit par savoir vraiment où il doit travailler, ce qu'il doit guérir, ce qu'il doit abandonner. Ne vous méprenez pas. L'isolement n'est pas absence de vie. C'est l'espace où tout ce qui est secondaire s'efface et l'essentiel se révèle. C'est le laboratoire où l'on analyse les réactions, où l'on identifie les automatismes et où l'on décide, avec une brutalité claire, quel type de personne vous voulez construire. Si vous ne supportez pas le silence, si vous ne pouvez pas être avec vous-même sans chercher une issue, ce qui vous manque n'est pas la compagnie, c'est le caractère. Celui qui ne se connaît pas délègue son destin. Celui qui n'explore pas ses mécanismes internes répète toujours les mêmes erreurs. La connaissance de soi profonde ne s'acquiert pas en lisant des phrases motivantes ni en accumulant des expériences superficielles. Elle se forge dans l'inconfort des longues journées et des nuits silencieuses, où chaque pensée devient un indice et chaque émotion un signal que vous ne pouvez ignorer. Vous n'avez pas le droit d'exiger de la clarté si vous ne vous êtes jamais donné le temps de la chercher dans la solitude. L'isolement n'est pas votre ennemi, c'est le terrain le plus fertile pour découvrir la vérité inconfortable de qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. Si vous fuyez cet espace, vous vous condamnez à vivre avec la version la plus faible et superficielle de vous-même. Prenez la responsabilité de votre processus.
Restez seul le temps nécessaire, affrontez ce qui surgit et transformez-le en votre plus grand atout. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent toujours au même endroit se trouve là. Certains transforment l'isolement en connaissance de soi, les autres l'utilisent simplement comme excuse pour s'éviter. Ne soyez pas un de plus, cultivez l'habitude de vous regarder sans filtre, d'analyser vos motivations, de confronter vos auto-illusions. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez construire une vie qui vous appartienne vraiment. Le confort ne vous rendra pas libre. La connaissance de soi, oui. 6. Renonce à la commodité pour une véritable croissance. Grandir vraiment signifie perdre le confort que tu valorises le plus. Il n'y a aucun moyen de l'éviter, ni de l'adoucir. Si tu veux avancer, tu devras sacrifier ce qui te garde tiède à l'intérieur. Observe une scène quotidienne, la maison silencieuse à la tombée de la nuit, la lumière filtrant à peine à travers les rideaux, le canapé t'attendant avec sa promesse de repos facile. Le téléphone vibre sur la table, le réfrigérateur émet son bourdonnement constant, tout semble conçu pour t'offrir refuge, pour te faire sentir en sécurité et distrait. Mais juste là, dans ce décor si familier, se cache le plus grand obstacle à ton progrès. Le désir que la transformation se produise sans inconfort, sans véritable renoncement, sans payer le prix de laisser ce qui te semble agréable, mais inutile. La commodité est collante, elle s'accroche à tes gestes, aux routines que tu répètes chaque jour sans remettre en question. Lorsque tu choisis le facile, tu remets à plus tard la version forte de toi-même. Personne ne se forge dans le plaisir continu. Le caractère se renforce sous pression, dans les matins où tu te lèves avant les autres, ou dans les soirées où tu choisis le travail silencieux pendant que d'autres se reposent. C'est là que se mesure si tu as ce qu'il faut pour grandir ou juste pour survivre. Visualise l'instant exact où tu décides de ne pas sortir t'entraîner, de ne pas écrire une page de plus, de ne pas t'asseoir pour revoir tes objectifs, parce que, aujourd'hui, tu n'en as pas envie. C'est à ce moment-là que tu perds du terrain. La renonciation à la commodité n'est pas un slogan vide, c'est une pratique qui se ressent dans tes mains, dans les jointures serrées de celui qui continue malgré tout, dans le dos droit quand tout invite à s'affaisser, dans le regard fixé sur un objectif que la plupart abandonneraient. Le corps ressent le prix de l'effort, le pouls accéléré, la sueur froide, la fatigue s'accumulant dans les muscles. Mais là, juste là, apparaissent les premiers signes de transformation. Chaque fois que tu choisis le chemin inconfortable, même pour quelques minutes de plus, tu construis une réserve de confiance que personne ne peut te donner. Le confortable te caresse, l'inconfort te renforce. La commodité est une cage avec des barreaux invisibles. Grabe-toi cette phrase, car rien ne te prive de tant de potentiel que l'habitude d'éviter le sacrifice. La culture te vend le mythe que tu peux grandir sans sacrifier quoi que ce soit d'essentiel, qu'il suffit de le désirer ou de le visualiser fortement pour que la vie change. C'est un mensonge élégant qui te maintient immobile. Si tu observes bien, ceux qui avancent le plus sont ceux qui se mettent mal à l'aise chaque jour, celui qui quitte le lit avant l'aube quand le corps demande 5 minutes de plus. Celle qui éteint l'écran, même si tout le monde continue à regarder, celui qui refuse l'invitation facile parce qu'il sait qu'il y a un devoir personnel qui pèse plus. La renonciation n'est pas la négation du plaisir, c'est un report intelligent. C'est comprendre que la valeur de ce que tu veux ne se mesure que par le prix que tu paies pour l'obtenir. Il n'y a pas de caractère sans privation, pas de clarté sans s'abstenir du superflu. Chaque décision inconfortable est un investissement silencieux dans la version de toi qui n'existe pas encore. Les stoïciens ne prêchaient pas la souffrance vide, mais le choix conscient de ce qui renforce même si cela dérange. La véritable croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Elle se forge le jour où tu choisis l'effort, quand tu pourrais céder, dans l'après-midi où tu restes à résoudre ce qui est difficile pendant que d'autres cherchent une distraction. Regarde-toi avec honnêteté. Tes avancées les plus solides n'ont jamais été le fruit de la facilité, mais des moments où tu as préféré perdre un peu de confort pour gagner le contrôle sur toi-même.
Le sacrifice n'est pas un malheur, c'est le signe que tu sais clairement ce que tu veux construire. Seul celui qui apprend à renoncer à la commodité pour une véritable croissance finit par laisser une empreinte. Le reste ne fait que décorer sa vie avec des excuses. L'inconfort est la porte que personne ne veut franchir, mais c'est la seule qui mène à la liberté intérieure. 7. Inspire par l'exemple, pas par la foule. Parfois, je reconnais en moi une résistance inconfortable à me démarquer par mes actions lorsque personne ne les regarde. Il y a une tension interne, presque imperceptible, qui me pousse à adoucir mes efforts s'il n'y a pas de témoin à proximité. Comme si la valeur de ce que je fais n'existait que lorsque d'autres peuvent le valider ou l'applaudir. C'est un piège mental que je connais bien. Une partie de moi veut croire que l'exemple a besoin d'un public, que cela ne compte que si quelqu'un prend note ou si ma conduite se traduit par une reconnaissance immédiate. Mais au fond, je sais que cette logique est une dette à laquelle tu devras toujours des intérêts, parce que si ta motivation naît de la foule, tu deviens prisonnier de son attention et cela te rend plus faible que tu ne l'imagines. Le véritable conflit commence lorsque tu découvres qu'inspirer par l'exemple implique de renoncer à la fantaisie de l'influence massive et d'accepter le chemin beaucoup plus inconfortable de la cohérence invisible. Il n'est pas facile de se maintenir lorsque tout dans la culture te pousse à chercher des suiveurs, à multiplier les réactions, à mesurer ton impact en chiffres et non en intégrité. Tu sens que si tes efforts ne résonnent pas, alors peut-être qu'ils n'ont pas tant de valeur, et c'est là que l'insécurité s'infiltre. À quoi bon faire ce qui est juste si personne ne le voit? Mais cette question naît précisément de la peur de l'insignifiance, cette peur enfantine de passer inaperçu, de ne pas laisser une empreinte suffisante. Cependant, si tu examines honnêtement ce mécanisme, tu te rends compte qu'inspirer vraiment n'a jamais été une question de foule, mais de cohérence interne. La force d'un véritable exemple est qu'il ne s'ajuste pas au regard des autres. Il se maintient seul, même lorsque la salle est vide. La foule est toujours volatile, elle t'offre son approbation aujourd'hui et te la refuse demain. L'exemple silencieux, en revanche, laisse une marque parce qu'il ne dépend pas de l'acceptation externe, mais de la conviction avec laquelle il se maintient au quotidien. C'est ici que la solitude devient une alliée. Sans le filtre du public, chaque acte doit être délibéré, non accidentel. Personne ne te surveille, personne n'attend rien de toi. Donc la seule validation possible est celle qui découle du fait que tu es resté fidèle à tes principes, même si personne ne le remarquait. C'est plus difficile, cela pèse plus, et c'est pourquoi cela vaut infiniment plus. Parce qu'inspiré par l'exemple dans la solitude est le plus dur des entraînements. Cela t'oblige à te maintenir à ton niveau, même si personne ne l'exige, à ne pas baisser la garde lorsque les caméras s'éteignent et que la foule se disperse. C'est la différence entre le leader authentique et celui qui ne fonctionne que sous les projecteurs. L'un se nourrit de l'approbation, l'autre de sa propre exigence. La réalité est que la plupart des gens ne comprendront jamais que ton exemple le plus puissant se construit ces jours où personne ne te regarde. Lorsque la fatigue te murmure que tu pourrais céder et pourtant tu décides de continuer. La foule ne se souvient pas des gestes anonymes, mais ton caractère, lui, s'en souvient. Le véritable respect ne s'achète pas et ne se mendie pas. Il se forge dans le silence des petites décisions répétées. Fais ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Cette phrase devrait être gravée dans la mémoire de quiconque aspire à laisser une empreinte réelle. Parce que seul celui qui agit avec intégrité sans témoin finit par inspirer, peut-être pas des foules, mais ceux qui cherchent vraiment un modèle différent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. L'exemple est une responsabilité personnelle, pas une stratégie de marketing. Marc Aurèle n'écrivait pas pour que des millions le lisent, mais pour entraîner son propre esprit à la discipline d'agir toujours conformément à ses valeurs, même si personne ne le félicitait. Cette cohérence, maintenue sans public, est celle qui transforme non seulement ta vie, mais à long terme, celle de ceux qui t'entourent.
Ne cherche pas la foule, cherche la solidité interne qui fait que ton exemple se maintienne même dans l'anonymat. La véritable inspiration n'a pas besoin de scène. La plupart poursuivent des suiveurs. Ceux qui changent vraiment quelque chose ne s'occupent que de ne pas se trahir eux-mêmes. Prends soin de ton exemple, même si personne ne le voit. C'est la seule influence qui compte vraiment. 8. Engage-toi dans ton processus de transformation. Tu es assis devant le bureau et tu examines une fois de plus la feuille blanche, les tâches à accomplir, la liste d'objectifs qui semble se multiplier chaque semaine. Le téléphone vibre, le message arrive, la tentation de remettre à plus tard ce qui est important s'immisce entre les tâches et la discipline. Tu sais que tu pourrais te distraire maintenant, que personne ne t'exige d'avancer à cet instant, que tu pourrais tout laisser pour plus tard et rien ne se passerait immédiatement. Mais c'est ici que se séparent ceux qui s'engagent dans un véritable processus de transformation et ceux qui ne font qu'accumuler de bonnes intentions. L'engagement n'est ni une émotion ni une inspiration soudaine. C'est une série de décisions concrètes, répétées chaque jour, qui définissent si tu restes dans le cycle habituel ou si tu franchis le seuil de l'inconfort pour devenir quelqu'un de différent. Le processus de transformation exige une attention chirurgicale sur toi-même, un examen froid des mécanismes internes qui ont tendance à te saboter. Procrastination déguisée en fatigue, auto-illusions qui adoucissent la culpabilité, justifications qui finissent par s'accumuler en dette envers toi-même. Si tu ne reconnais pas ces schémas, le changement ne passe jamais de la théorie. S'engager dans ton processus de transformation signifie accepter une bonne fois pour toutes que personne ne va te sauver, ni porter ton poids à ta place. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni de chercher des garanties externes. Le seul environnement qui compte est celui que tu construis avec tes habitudes et tes décisions quotidiennes. La différence essentielle réside dans le fait de cesser de négocier avec les excuses et de commencer à rendre des comptes uniquement à toi-même. La connaissance de soi devient inutile si tu l'utilises pour expliquer tes limites sans remettre en question comment les surmonter. C'est pourquoi le processus de transformation est inconfortable. Il t'oblige à cartographier avec lucidité les zones où tu as tendance à céder, les endroits où tu préfères le confort à l'exigence, les routines qui te maintiennent exactement là où tu es. La solitude n'est pas une punition, c'est l'espace opérationnel où tu peux ajuster chaque engrenage de ton comportement, sans interférence ni validations extérieures. C'est le terrain où la discipline cesse d'être un désir abstrait et devient un système d'action intentionnel. Une erreur courante est de penser que l'engagement est une question de force de volonté spontanée. La réalité est bien plus structurée. Il s'agit de concevoir des systèmes personnels, de créer des rappels, d'établir des conséquences pour toi-même lorsque tu échoues, d'isoler le minimum d'espace nécessaire pour examiner tes progrès sans filtres externes. La transformation ne se réalise pas par de grands gestes isolés, mais par l'accumulation de petites décisions que tu maintiens même lorsque la fatigue et la frustration insistent sur le fait que c'est déjà suffisant. Dans chaque choix quotidien se définit l'ampleur réelle de ton changement. Céder une fois facilite le fait de céder toujours. Accomplir une fois pave le chemin vers la constance. Ici, il n'y a pas d'applaudissements, pas de médaille, seulement la satisfaction silencieuse de savoir que tu réduis l'écart entre qui tu es et qui tu souhaites devenir. S'engager dans ton processus implique d'identifier quelles habitudes tu dois briser et lesquelles tu dois renforcer, sans adoucir l'analyse ni chercher des raccourcis. La transformation exige une honnêteté brutale, enregistrer tes avancées et tes reculs, reconnaître que le progrès réel est irrégulier et qu'il y aura des rechutes. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance consciente. Les personnes qui atteignent des changements profonds le font parce qu'elles transforment l'inconfort en allié, parce qu'elles comprennent qu'à chaque fois qu'elles résistent à la tentation d'abandonner, elles renforcent le muscle de l'autodirection. La discipline quotidienne est la racine de toute transformation. Cette phrase n'est pas seulement une citation à répéter à voix haute,
C'est le filtre que tu dois utiliser pour évaluer si aujourd'hui tu as fait ce qu'il fallait ou seulement ce qu'il fallait pour te sentir tranquille. L'engagement authentique ne dépend ni de témoins ni de récompenses immédiates. C'est un investissement à long terme qui se nourrit de la clarté de tes motivations et du rejet de la médiocrité fonctionnelle. Chaque jour est une occasion d'ajuster le cap, de corriger ce qui a échoué hier et de soutenir ce qui est encore difficile. La transformation est un processus itératif, pas un événement unique. Elle nécessite de revoir, de corriger, de réessayer, sans drame et sans concessions inutiles. Si tu veux avancer, assume la responsabilité totale de ton processus. Personne ne le fera à ta place. L'engagement n'attend pas de compagnie. Il travaille en silence, paie le prix et récolte les résultats. Si tu cherches des résultats différents, engage-toi sans négocier. Le changement se construit dans la solitude, mais se reflète dans tout ce que tu fais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils craignent de ne pas être à la hauteur. Cette anxiété de remplir l'espace, d'impressionner, de prouver quelque chose est la même qui finit par éloigner les autres et laisser une sensation de vide dans chaque conversation. Il y a un coût psychologique énorme à vivre, en fonction de ce que les autres pensent, à mesurer chaque mot pour s'intégrer ou se démarquer. La vérité est que, dans la vie réelle, ceux qui attirent le plus ne sont pas ceux qui remplissent l'air d'histoire, ni ceux qui essaient de convaincre tout le monde de leur intelligence. Ceux qui restent vraiment dans l'esprit des autres sont ceux qui savent écouter attentivement, ceux qui reconnaissent calmement leurs propres limites, ceux qui n'ont pas peur du silence et ceux qui, quand ils parlent, le font sans fioriture ni masque. L'attractivité réelle n'est pas un masque que l'on met et enlève selon les convenances. C'est la conséquence d'une présence authentique, d'un esprit entraîné à être ici et maintenant, de quelqu'un qui ne négocie pas ses principes pour l'approbation des autres. Rien n'est plus attrayant que le calme sous pression. Et ce calme s'entraîne. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les fausses idées sur la façon de se connecter et d'être écouté. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de parler avec moins de poids, de filtrer l'inutile, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. 8 leçons stoïques pour que tu cesses de chercher à être intéressant et commences à être quelqu'un d'impossible à ignorer. 1. Écoute sans chercher à impressionner. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent simplement leur tour pour parler. C'est une vérité inconfortable que presque personne n'ose reconnaître. Ils n'écoutent pas parce qu'ils sont trop occupés à fabriquer une version améliorée d'eux-mêmes dans leur tête, un masque poli qu'ils veulent montrer au monde. Ils veulent impressionner, se démarquer, être reconnus comme les plus intéressants, les plus intelligents, les plus éloquents. Mais ce mécanisme, ce besoin de validation déguisé en conversation, est exactement ce qui te rend invisible. Quand tout ce que tu fais, c'est chercher la prochaine phrase ingénieuse, l'anecdote qui te fera briller ou l'opinion qui prouvera ta valeur supposée, tu te trahis sans t'en rendre compte. L'attraction réelle ne naît pas de l'exhibition, mais du vide que tu laisses, de l'espace que tu ouvres pour l'autre. Écouter sans le filtre de l'ego est un acte de rébellion contre un monde obsédé par les apparences. Il n'y a rien de plus évident et de moins admis que le fait que celui qui parle pour impressionner devient du bruit de fond. Les gens le ressentent. Ils détectent l'anxiété d'approbation, l'impatience de celui qui ne supporte pas le silence, le tremblement intérieur de celui qui a besoin de prouver quelque chose. Crois-tu vraiment que les autres ne le remarquent pas ? L'insécurité ne se cache pas derrière de jolis mots. L'urgence d'être admiré est une fracture dans le caractère qui se remarque avant même que tu n'ouvres la bouche. Et là se trouve l'erreur que presque tout le monde commet. Ils confondent présence et protagonisme, pensant que pour être mémorisés, ils doivent remplir l'air de mots.
Ils ne comprennent pas que le respect et l'attraction se gagnent, en grande partie, en étouffant le besoin d'être le centre et en ouvrant l'espace pour que l'autre existe vraiment. Tu n'es pas attirant pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu écoutes. Écouter, vraiment, sans le vice de chercher ton moment de gloire, est inconfortable au début. Cela va faire mal à ton orgueil, car tu devras renoncer au plaisir momentané de te démarquer. Mais c'est là que commence le véritable entraînement. C'est un muscle que la plupart des gens ne développent jamais, la capacité de maintenir l'attention sur l'autre sans la fragmenter par des pensées sur soi-même. Quand tu réussis cela, les gens le ressentent instantanément. Ils perçoivent une rareté qui les désarme, quelqu'un qui ne compète pas pour l'attention, mais qui l'offre comme un cadeau. Et à ce moment-là, tu cesses d'être un parmi tant d'autres. Tu deviens quelqu'un de mémorable justement parce que tu n'essaies pas de l'être. La paradoxe est brutale. Moins tu essaies d'impressionner, plus tu génères d'impact. Chaque fois que tu te surprends à anticiper ta réponse pendant que l'autre parle, arrête-toi. Observe cette anxiété. Prends conscience du mécanisme mental qui te pousse à te mettre au-dessus. Parce que ce n'est pas de la confiance, c'est une dette émotionnelle que tu traînes depuis des années. Le besoin de prouver que tu en vaux la peine parce qu'au fond, tu n'y crois pas tout à fait. Tu dois briser ce cycle. Écouter sans chercher à impressionner est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin de fioritures, tu n'as pas à gagner chaque conversation. Ton silence peut être plus fort que n'importe quel argument. Si tu pratiques cette discipline, tu vas faire face au vide de ne pas être le protagoniste. Et, dans ce vide, tu vas découvrir que le respect authentique se construit lorsque tu renonces à l'acte et choisis la présence réelle. Ne te trompe plus, tant que tu cherches à impressionner, ton influence sera superficielle et ta connexion limitée. Écoute vraiment ou continue d'être irrélevant. C'est la décision. 2. Posez des questions par curiosité réelle. Vous assistez à une réunion, peut-être de travail, peut-être sociale, et vous vous retrouvez entouré de gens qui échangent des phrases, des commentaires, des opinions rapides. Vous voyez quelqu'un raconter une histoire et les autres acquiescent poliment ou lancent leurs propres anecdotes sur le sujet, presque comme s'ils étaient en compétition pour voir qui a le récit le plus captivant. Vous aussi, vous vous surprenez à préparer mentalement votre prochaine intervention, même si vous ne savez même pas si ce qui se dit vous intéresse. Et soudain, vous vous rendez compte. Cela fait un moment que personne n'a posé de questions sincères, une qui ne soit pas juste une excuse pour se mettre en avant ou détourner l'attention sur soi-même. Le dialogue devient une somme de monologues entrecoupés de tours de parole, et la connexion réelle se perd. L'ambiance se remplit de mots, mais personne ne se sent vraiment vu. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des conversations aujourd'hui. Beaucoup parlent, peu posent des questions par un désir authentique de savoir. Si vous vous êtes déjà senti déconnecté au milieu d'une foule, le problème est presque toujours celui-ci. La curiosité réelle s'est éteinte sous des couches d'auto-affirmation et de peur. Nous posons des questions par obligation, polies, mais vides, ou nous les évitons complètement parce que nous avons peur de paraître ignorants ou vulnérables. Nous avons peur que la réponse nous sorte du script. Mais la vérité est qu'une question authentique est comme un scalpel qui traverse toute la surface sociale et atteint le noyau de l'autre personne. Ce n'est pas confortable, car cela vous oblige à renoncer au contrôle. Lorsque vous posez une vraie question, vous vous exposez à entendre quelque chose que vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui peut changer votre perception ou même défier vos propres croyances. C'est pourquoi tant de gens fuient la curiosité profonde. Parce que cela implique de mettre de côté le masque de l'expert, d'accepter que vous n'avez pas toutes les réponses et que votre valeur ne dépend pas de tout savoir. La curiosité authentique est un acte d'humilité. Et l'humilité, dans un environnement obsédé par l'image, est une forme de rébellion. Prenez en charge ce mécanisme. Poser des questions par curiosité réelle exige de démonter plusieurs automatismes mentaux. La peur de paraître idiot, l'impulsion de rivaliser, le besoin de réaffirmation. Chaque fois que vous interagissez, vous avez le choix de poser des questions pour savoir ou de poser des questions pour impressionner.
Ce sont deux chemins radicalement différents et la différence se ressent. Lorsque vous posez des questions par obligation, l'autre le perçoit en une fraction de seconde. Votre regard se détourne, votre corps se tend, votre attention se dilue. Mais lorsque vous posez des questions parce que vous voulez vraiment comprendre, votre présence devient magnétique. L'autre baisse sa garde. Une rareté apparaît dans l'air. Pendant un moment, les stratégies disparaissent et les deux se confrontent à la possibilité d'un véritable dialogue. La curiosité sincère crée un espace sûr où personne n'est obligé d'agir. Et c'est là que naît la véritable influence, non pas dans le discours brillant, mais dans la capacité de s'intéresser réellement. Il n'y a pas de technique qui remplace l'honnêteté émotionnelle d'une question bien posée. Il ne s'agit pas de collectionner des phrases ingénieuses, mais de prendre le risque de poser une question qui vous tient à cœur, même si cela ne semble pas spectaculaire, même si cela vous rend vulnérable. Une question authentique vaut plus que 100 opinions forcées. La plupart des gens se sentent seuls, même en compagnie, parce que personne ne les interroge avec une réelle curiosité. Tout le monde attend que le sujet change ou que son histoire se termine rapidement. Brisez cette dynamique. Cessez de craindre le silence qui suit une question profonde. Supportez le poids de l'attente, l'inconfort de ne pas avoir le contrôle, et permettez à l'autre d'exister au-delà de vos attentes. La curiosité sincère est une porte ouverte au respect. Il est facile de parler, ce qui est difficile, c'est de s'intéresser réellement. Mais si vous y parvenez, je vous garantis que vous cesserez d'être invisible et commencerez à tisser des connexions inoubliables. Au final, les gens se souviennent surtout de ceux qui ont su poser des questions. 3. Reconnaître avec humilité ce que tu ignores. Je vais le dire sans détour. Admettre que tu ne sais pas quelque chose fait plus mal qu'il n'y paraît. Il y a une résistance presque physique, une fierté qui se rebelle intérieurement chaque fois qu'une question te laisse sans réponse. Je l'ai ressenti de nombreuses fois, ce réflexe presque automatique d'improviser, de lancer une phrase générique ou de chercher à détourner l'attention pour éviter le vide inconfortable de l'ignorance. C'est humiliant, surtout si tu as construit ton image autour du contrôle, de la compétence, de l'apparence de sécurité. Reconnaître ce que tu ignores ressemble à lâcher le gouvernail et à t'exposer au jugement des autres, même si au fond de toi, tu sais que faire semblant n'aggrave que ta dette envers toi-même. Personne ne t'entraîne à supporter cet écart entre ce que tu parais et ce que tu sais réellement. Nous grandissons dans un environnement où admettre une lacune semble une confession de faiblesse. Mais c'est justement là que commence la véritable différence entre une présence gonflée et une qui laisse une empreinte. Si tu l'analyses froidement, la racine du problème réside dans le mécanisme mental qui associe le savoir à la valeur personnelle. Chaque conversation devient une sorte d'examen invisible. Sais-tu assez? Peux-tu apporter quelque chose de brillant? Vas-tu te retrouver à découvert? Et cette peur de rester sur le banc de touche alimente la tendance à donner son avis par inertie ou à déguiser l'ignorance avec des phrases vides. Cependant, plus tu t'efforces de cacher ce que tu ne sais pas, plus tu deviens fragile. C'est un investissement émotionnel qui ne rapporte que des intérêts négatifs. Être piégé dans le besoin d'avoir toujours une réponse est comme porter un poids inutile. Cela te rend moins agile, te fait paraître moins fiable et pire encore, t'éloigne des autres. L'honnêteté, en revanche, libère. Dire « je ne sais pas » n'est pas un renoncement à sa propre valeur, mais une déclaration d'humilité consciente. Reconnaître ton ignorance te rend plus crédible, pas moins. La conséquence pratique de nier ce que tu ignores est que tu stagnes. Celui qui ne se permet pas d'admettre un vide ne le remplit jamais. Celui qui s'accroche à l'apparence d'expert ne fait qu'approfondir la fracture interne entre ce qu'il désire être et ce qu'il est réellement. De plus, les autres perçoivent cette rigidité instantanément. Personne ne fait entièrement confiance à celui qui ne doute jamais, à celui qui n'admet jamais ne pas avoir la réponse parfaite. La sécurité artificielle est facile à détecter.
Elle se remarque dans la hâte de donner son avis, dans l'évasion face à une question difficile, dans le nervosité qui apparaît à peine la possibilité d'être exposée. En revanche, lorsque tu es capable de soutenir le regard et de dire sans bouclier « je ne sais pas », tu montres une force qui ne dépend pas de fioritures. Tu deviens plus humain, plus accessible et paradoxalement plus respecté. Seul celui qui accepte ses limites peut les dépasser. La décision, alors, est stratégique. Tu peux continuer à défendre la façade, à investir de l'énergie à faire semblant d'avoir toutes les réponses, ou tu peux t'entraîner à tolérer ce microseconde d'inconfort brutal que cela implique de confesser ton ignorance. Ce microseconde est le filtre entre celui qui répète des formules et celui qui grandit vraiment. Chaque fois que tu choisis l'humilité plutôt que la performance, tu ouvres une porte à la confiance réelle. Les autres perçoivent qu'avec toi, ils peuvent baisser leur garde, que tu ne les jugeras pas pour ne pas savoir. Ainsi se génèrent des conversations profondes, des connexions qui ne dépendent pas de l'ego, mais de la recherche honnête de sens. Ce n'est pas confortable, mais c'est le seul chemin vers une influence authentique. Parce qu'à la fin, nous admirons tous celui qui a le courage de dire ce que beaucoup taisent. Je ne sais pas, mais je veux comprendre. Cela, plus que n'importe quelle réponse brillante, est ce qui te rend inoubliable. 4. Valider les émotions, sans juger ni conseiller. Un visage tendu devant vous, la mâchoire serrée à peine dissimulant la fatigue, les yeux esquivant les vôtres, comme s'ils cherchaient refuge en n'importe quel point de la pièce, sauf dans cet instant d'exposition. La voix hésite, se coupe, s'efforce de garder contenance tout en racontant une difficulté ou une blessure récente. Autour de vous, l'air devient dense, chargé de ces mots non dits qui flottent dans les gestes. Un doigt qui tambourine sur la table, une jambe qui bouge sous la chaise. Le silence contenu qui prévient qu'il y a ici quelque chose qui pèse plus que ce qu'il semble. C'est à ce moment que la plupart commettent la même erreur. Ils ressentent l'impulsion urgente de briser cet inconfort, de lancer un conseil rapide, d'offrir une explication, de chercher un soulagement immédiat et, surtout, de sortir indemne de la vulnérabilité de l'autre. Cependant, ce que l'autre a besoin, c'est que vous supportiez le poids de cette émotion sans fuir ni juger. Supporter le poids, ne pas le porter ni le disperser. Valider ce qu'il ressent et le faire sans le déguiser en solution, ni vous déguiser en héros. Vous pouvez remarquer le changement dans l'atmosphère quand quelqu'un le fait bien. Il n'y a pas de hâte à parler, juste une respiration plus profonde, une inclinaison sincère du corps en avant, une pause qui ne cherche pas à prendre la parole, mais qui accompagne. Les épaules de l'autre se détendent, les muscles du visage s'adoucissent, le regard retrouve un peu de vie. Ce qui est sensoriel ici n'est pas seulement le son des mots, mais l'énergie qu'ils laissent dans l'air, l'absence de jugement, l'acceptation nue de ce qui se passe. Cela semble difficile, dites-vous, et ce n'est pas une formule vide. C'est la reconnaissance d'un fardeau réel. C'est le signe que vous n'êtes pas là pour rivaliser ni pour minimiser. Valider une émotion, c'est comme laisser l'autre se défaire d'une armure sans craindre d'être poignardé par votre opinion ou votre diagnostic. Il y a une valeur brutale à résister à la tentation de réparer ce qui ne vous appartient pas. La plupart ne supportent pas l'inconfort de la douleur d'autrui, mais ceux qui apprennent à être là, simplement présents, deviennent un refuge rare. Ne vous trompez pas. Donner son avis, conseiller, corriger, c'est presque toujours une façon d'échapper à la vulnérabilité partagée. Cela sert plus à votre inconfort qu'au bien-être de l'autre. Le muscle à entraîner ici est celui de la contenance. Supporter le silence, soutenir le regard, laisser l'émotion faire son parcours complet sans l'interrompre. Il n'y a pas de raccourci ni de phrase magique qui remplace l'acte radical d'être, d'écouter et de valider. La véritable empathie ne crie pas, elle accompagne simplement. Vous pouvez voir comment l'autre se détend parce que, enfin, il n'a pas à défendre ni justifier ce qu'il ressent. Et ce soulagement se remarque dans les détails. La respiration qui devient audible, le geste qui abandonne la rigidité, la confession qui sort sans peur d'être corrigée.
Être capable de valider les émotions sans juger ni conseiller est l'une des compétences les moins valorisées et les plus puissantes dans n'importe quelle conversation. Il y a une profondeur qui se construit seulement lorsque l'autre perçoit que vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit, ni pour résoudre sa vie, mais pour lui offrir un espace où la douleur ou la confusion peuvent exister sans être corrigées. Cela vous rend mémorable, car très peu le font. La véritable force réside dans le soutien, pas dans le sauvetage. À la fin, les conseils sont superflus, les jugements font mal, mais la validation laisse une empreinte qui ne s'oublie pas, la sensation d'avoir été vu et accepté tel que vous êtes, sans exigence ni condition. Cela, même si cela fait mal, est ce qui guérit le plus. 5. Utilisez le silence comme un signe de confiance. Le silence n'est pas un vide, c'est une déclaration de pouvoir. Si vous croyez encore que rester silencieux vous rend invisible, vous êtes toujours piégé dans la mentalité de l'apprenti peu sûr de lui, celui qui a besoin de remplir chaque seconde de bruit pour ne pas faire face à sa propre anxiété. La réalité est brutale. Celui qui ne supporte pas le silence craint ce qu'il pourrait entendre en lui-même. Il y a une lâcheté déguisée en sympathie chez ceux qui ne se taisent jamais, chez ceux qui interrompent, complètent des phrases, ponctuent chaque pause d'une opinion inutile. Cette urgence à combler l'espace est la marque de ceux qui ne font confiance ni à leur propre valeur, ni à la solidité de leur présence. Et le pire, c'est que tout le monde le remarque, même si personne ne vous le dit en face. Celui qui ne tolère pas le silence transmet de la faiblesse, transmet de la peur. Celui qui peut rester silencieux, en revanche, dit sans mots « Je n'ai besoin de convaincre personne ». Cessez de vous justifier en pensant que le silence met les autres mal à l'aise. C'est le récit facile pour ne pas confronter votre propre manque de sécurité. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare ceux qui recherchent une connexion réelle de ceux qui veulent juste se distraire. Lorsque vous êtes capable de laisser une pause se maintenir, sans courir pour la remplir de phrases vides, vous montrez à l'autre qu'il n'y a pas d'urgence ici, que vous pouvez supporter l'inconfort, que vous avez le tempérament de celui qui n'a pas besoin d'artifice. C'est là, juste dans cet espace, que le respect émerge. L'attraction se construit dans la tension que vous êtes capable de maintenir. Si vous la brisez immédiatement, vous vous rabaissez à la catégorie de ceux qui mendient de l'attention. Le silence inconfortable est le gymnase de la confiance. Si vous l'évitez, vous restez faible. Si vous l'entraînez, vous devenez inébranlable. Ne vous trompez pas. La plupart des gens parlent pour masquer leurs insécurités, mais l'influence authentique ne se crie pas. Elle s'impose dans le poids de votre présence et dans votre capacité à supporter le vide sans perdre votre calme. Être à l'aise dans le silence est le véritable test de l'estime de soi. Si chaque pause vous désespère, si votre esprit cherche désespérément la prochaine phrase qui vous sauvera de l'immobilité, c'est parce que vous avez encore une dette envers vous-même. Je vous le répète, celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de conquérir, il est déjà en contrôle. Laissez l'autre ressentir votre pause. Laissez le sens de vos mots reposer. Que ce que vous avez dit ait de l'espace pour s'installer. La superficialité a besoin de vitesse. La profondeur nécessite une pause. Si vous voulez que vos mots aient du poids, ne les entassez pas. Laissez le silence faire son travail. C'est à ce point que beaucoup échouent. Ils confondent dynamisme et valeur, pensent que la qualité de la conversation se mesure à la quantité de phrases par minute. Erreur de novice. Celui qui comprend le pouvoir du silence sait qu'en gardant une pause après une question importante, il permet à l'autre de réfléchir, de baisser sa garde, de révéler quelque chose de sincère. Celui qui ne supporte pas ce moment critique perd tout. Il n'accède jamais à la vérité, n'atteint jamais la profondeur, n'est jamais rappelé pour autre chose que pour son anxiété. Votre silence peut être plus percutant que n'importe quel argument. Si votre objectif est d'être respecté, cessez de rivaliser pour le tour de parole et apprenez à soutenir le vide avec calme. Les leaders, les références, ceux qui font la différence n'ont pas peur du silence car ils savent que c'est là que se révèle ce qui compte vraiment.
Si vous vous entraînez à l'utiliser à votre avantage, vous cesserez d'être un de plus et commencerez à être la personne que tout le monde écoute, même lorsque vous ne parlez pas. 6. Exprimez votre appréciation de manière directe et honnête. La plupart des gens ne savent pas exprimer leur appréciation, non pas parce qu'ils ne la ressentent pas, mais parce qu'ils sont freinés par la honte, la peur de l'exposition ou l'habitude de tout prendre pour acquis. Il y a une sorte de blocage interne, une tension dans la poitrine qui vous empêche de dire ce qui est le plus simple et humain. Je t'apprécie. J'apprécie ce que tu fais. Je suis heureux que tu sois là. Ce que vous ne reconnaissez pas se fane. Si vous avez du mal à exprimer votre appréciation de manière directe et honnête, c'est parce que vous croyez depuis des années que le montrer vous enlève du pouvoir, que cela vous met dans une position vulnérable. Le mécanisme mental est clair. Vous pensez que si vous verbalisez ce que vous ressentez, vous perdez le contrôle, comme si l'autre personne pouvait utiliser cette reconnaissance contre vous, ou comme si vous vous abaissiez en le faisant. Mais la vérité est autre. Celui qui ne sait pas apprécier se condamne à la solitude émotionnelle, à la déconnexion constante, peu importe combien il est entouré. Être clair et direct lorsqu'il s'agit d'exprimer son appréciation est un entraînement brutal pour l'ego. Cela vous oblige à enlever votre armure, à permettre à l'autre de voir quelque chose de sincère en vous, même si cela vous rend mal à l'aise ou exposé. La peur de paraître faible, de penser que l'on cherche quelque chose en retour, ou de ne pas recevoir la même réponse, est une dette émotionnelle que vous accumulez jusqu'à ce qu'il vous soit impossible de vraiment connecter. L'appréciation non exprimée est un poids mort. Vous la gardez pour vous, vous l'avalez, et finalement, elle vous intoxique de l'intérieur. Il ne sert à rien d'admirer en silence. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas pour l'autre. Si vous laissez passer l'occasion de dire quelque chose qui peut changer la journée, la semaine ou même la vie de quelqu'un, vous ne faites que vous priver de la possibilité d'être rappelé pour ce qui compte. Il y a une différence énorme entre louer pour manipuler et exprimer son appréciation sans agenda. Le premier est un calcul, le second est une présence réelle. La plupart des gens ne savent dire de belles choses que lorsqu'ils cherchent à plaire ou lorsqu'ils attendent quelque chose en retour. C'est le filtre de l'opportunisme, le vieux mécanisme de la validation forcée. Mais un « merci d'être là », un « je suis content de te voir », un « j'apprécie ta façon de penser », dit de front, sans fioriture ni stratégie, est une rareté qui désarme même le plus sceptique. L'authenticité ne peut pas être feinte. Le corps, la voix, le regard le trahissent. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un reçoit une appréciation sincère, il la ressent au fond de sa poitrine. Ce n'est pas une phrase de plus, c'est un signe qu'il a été vu et accepté. Rien ne pèse plus qu'une reconnaissance honnête. Ce qui est superficiel s'oublie en un jour. Ce qui est authentique laisse une marque. Exprimer son appréciation est au fond une bataille contre l'indifférence. C'est décider que l'autre mérite d'être reconnu, non pas pour ce qu'il fait pour vous, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte à l'espace partagé. Si vous vous entraînez à dire ce que vous admirez, ce que vous appréciez, même si votre voix tremble, ou si le silence après vous met mal à l'aise, vous vous transformez en quelqu'un de différent. Vous cessez d'être un de plus, vous devenez un référent émotionnel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un véritable leadership. Parce que la plupart n'osent pas, la plupart se cachent derrière l'ironie, le sarcasme, la distance protocolaire. Mais celui qui apprend à regarder l'autre et à dire « tu comptes pour moi » ou « ce que tu fais a de la valeur » brise la barrière invisible qui sépare le commun de l'inoubliable. L'appréciation directe est la signature de ceux qui laissent une empreinte. Si vous avez encore du mal, c'est parce que l'habitude de vous protéger pèse plus que le désir de vous connecter. Mais je vous assure, le jour où vous déciderez de parler avec honnêteté, vous sentirez comment le poids de l'auto-exigence disparaît et un espace propre s'ouvre, où l'influence ne dépend plus de la performance, mais de la vérité. C'est ce qui fait vraiment que l'on vous écoute et que l'on se souvient de vous. 7. Posez des limites claires avec calme et fermeté. Vous franchissez la porte d'un bureau,
et à peine avez-vous salué que l'on vous demande un petit service qui, vous le savez, va vous voler toute l'après-midi. Ou vous êtes chez vous, assis, et arrive ce message de quelqu'un qui apparaît toujours quand il a besoin de quelque chose, jamais pour demander comment vous allez. Vous ressentez la tension. Une partie de vous veut dire non, que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas de place pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais l'autre partie, celle qui craint de déplaire ou de perdre sa bonne image, commence à négocier des excuses, à s'étirer au-delà de sa propre limite. C'est ce mécanisme silencieux qui vous épuise. Vous cédez parce que vous avez du mal à supporter le malaise de décevoir,